Jérôme Capdevielle, bonjour. Bonjour, Donc présentez-vous, on va commencer comme ça. bien, je suis Voilà. Jérôme Capdevielle, je suis le secrétaire général de EFO dans les Pyrénées-Orientales et j'ai également une double casquette, je suis le président de la CAF des Pyrénées-Orientales. D'accord. Donc bienvenue dans notre studio mobile, le plus petit studio du monde. Il est catalan, il est ici à Poyestre. La CAF, c'est dirigé comment? Alors justement, vous en êtes le président, expliquez-nous comment Alors, ça on fonctionne. marche sur deux jambes au niveau Ouais, de la caisse d'allocation familiale. Il y a le directeur qui exécutif, ouais. pilote les équipes et le volet technique de la CAF. Et ensuite, il y a le conseil d'administration que je préside et qui, lui, est fléché sur la politique d'action sociale dans le département, c'est-à-dire notamment avec ce que les gens connaissent le plus souvent, donc les crèches, les structures donc, de centres de loisirs, tout ce qui touche donc à l'action sociale dans le département au niveau des familles donc est une partie qui concerne donc le conseil d'administration. Et il est renouvelé Tous les 4 ans. Voilà. Il y a des gens qui viennent de tous horizons. Oui, alors en clair, c'est une composition avec plusieurs collèges. Il y a un collège de salariés, dont je suis issu, un collège issu du patronat et un collège issu des associations de familles. Et un dernier collège, le quatrième collège, qui est des personnes qualifiées qui sont désignées par le préfet. Force ouvrière, donc c'est un syndicat qui existe depuis. C'est à un moment donné où il y a eu un petit conflit, je crois, sur les ports de Marseille avec la CGT. Il y a toute une histoire. On vient d'une scission avec Ouais. la CGT qui est maintenant qui est lointaine. Hein. Oui, parce que oui, tout à l'heure, on va pas parler de ça, parce que c'est pas vraiment. Et parce que je crois qu'il y a eu une manipulation de la CIA. Vous avez pas vu ce film Oh là, du oui. juge c'est vrai tout ça? Non. Alors C'est pas ça trop. fait partie de la légende. Ouais. En tout état de cause, aujourd'hui, à EFO, on a une identité Voilà, ça a plus rien à propre. voir. Ouais. On renie pas notre histoire parce Mm. que elle a été forte. Mais aujourd'hui, on a décidé de prendre depuis maintenant bien longtemps le chemin de la liberté et de l'indépendance sur le volet politique. Et c'est ça qui aujourd'hui souvent nous différencie souvent de nos camarades et amis, hein, néanmoins de la CGT, parce que on a quand même aussi mené bon nombre de combats avec eux. Et aujourd'hui, donc, on continue à travailler de manière totalement indépendante sur le terrain syndical. Alors c'est compliqué d'être réellement indépendant quand on commence à avoir du poids, du pouvoir. On s'intéresse à vous et on fait tout pour vous guider un peu aussi Ouais, non, vous savez, dans vos combats. vous savez, le dialogue social en soi, immanquablement, il vous amène à aller sur le terrain et le champ politique. N'en demeure pas moins que quand vous discutez avec un politique, lui a un intérêt politique. Et en ce qui me concerne, en tant que secrétaire général de EFO, moi, le seul intérêt que j'ai, c'est celui des salariés que je représente. Et l'ensemble de mes syndicats, d'ailleurs, quand on discute, on ne discute que de cela. Après, chacun a ses idées personnelles sur le terrain politique, religieux, philosophique. N'en demeure pas moins qu'après, quand on se met autour d'une table à EFO, on laisse toutes ces idées, non pas, on les oublie pas, elles font partie de nous, mais au final, la ligne directrice, c'est celle qui sera la plus consensuelle et le plus dans le sens des salariés et uniquement dans le sens des salariés. Alors ici on n'est pas dans le nord, on n'a pas des usines, on n'a pas des. Mais alors quels sont les combats ici dans le département, par exemple, que vous menez, quel est à part je sais pas à part des conflits qu'on peut connaître ou. Alors, ça me permet de dire, je le dis souvent, on a l'avantage de notre inconvénient dans ce département. Voilà. C'est-à-dire que on n'a pas de grands plans sociaux à mener parce qu'on n'a pas de grandes entreprises dans ce département. Et c'est ce qui est malheureux. Mais malheureusement, par rapport à cela, on ne peut pas se contenter d'une situation aussi faible dans ce département. C'est pour ça que depuis maintenant quelques mois, j'ai mené avec mon organisation EFO dans le département. On a essayé de convaincre un maximum d'organisations syndicales, de salariés et patronales pour aller sur le champ de la proposition, de la construction vers une situation économique et sociale qui est déficitaire dans ce département depuis bien longtemps. Elle est accélérée aujourd'hui par rapport à la situation du Covid et elle génère chez nous une réflexion qui doit nous permettre de déboucher vers des propositions concrètes pour lever les freins à la relance et lever des freins surtout à la reconquête de l'emploi dans le département des Pyrénées-Orientales.
Donc vous travaillez avec des syndicats patronaux comme le MEDEF, tout à fait, on a signé l'UPE ici dans le département. Voilà, tout à fait. On a signé il y a de ça donc quelques semaines une lettre commune à 10 organisations. C'est quand même pas, c'est pas quand même quelque chose qui passe inaperçu. 10 organisations syndicales de salariés et patronales qui ont saisi donc le préfet des Pyrénées-Orientales pour déclencher donc des assises de l'emploi et de la relance dans les Pyrénées-Orientales. Ce qui est voilà, ce qui va nous permettre à la fois de faire un état des lieux de la situation, mais en laissant aussi l'idée, et c'est pour ça que on est 10 quand même à avoir répondu présent à cette proposition, c'est que l'idée c'est pas de refaire le match des grands débats nationaux au niveau des centrales syndicales, voilà. Parce que là on est sûr de ne pas aboutir. L'idée c'est d'être vraiment quelque chose de très pragmatique, un constat de terrain, un constat très concret, et ensuite aller vers le sens de propositions concrètes pour être un petit peu la boussole à la fois de l'État, de la région et des principales collectivités territoriales de notre département. Donc concrètement, vous tenez compte du territoire et puis vous essayez de voir quels peuvent être les intérêts communs, c'est ça? Tout à fait. Je pense que, vous savez, dans l'entreprise, il y a deux composantes. Il y a les patrons et il y a les salariés. Souvent, vous savez, les politiques disent oui, je parle aux entreprises, et ils oublient souvent les organisations syndicales de salariés. Et ça, c'est une erreur. Je pense qu'aujourd'hui, on doit là aussi marcher sur deux jambes. Quand on parle d'entreprise, il y a le côté patronal, et là-dessus, il n'y a aucun souci. Je veux dire, moi, j'ai pas de tabou pour discuter avec les patrons. Ils ont leurs préoccupations, ils ont leur centre d'intérêt, mais il y a aussi le volet des salariés. Et là-dessus, vous pouvez compter sur moi pour défendre cette vision des choses, parce que on ne crée pas une bonne entreprise si on n'a pas derrière l'ensemble des salariés qui sont partie prenante du dispositif. Oui, il vaut mieux travailler dans le même sens. Là, on parle d'entreprises qui ont plus de 50 salariés, ou plus de 10. Alors, dans notre département, ce qu'il faut savoir, on est vraiment atypique, on a plus de 95% d'entreprises de moins de 11 salariés. D'ailleurs, il y a des élections dans quelques semaines à partir du 22 mars dans les très petites entreprises partout en France et notamment dans ce département. Et ce sont des salariés qui sont privés d'ailleurs de tout ce qui est ce qu'on appelait à l'époque les comités d'entreprise et que maintenant on appelle donc des CSE. Et donc ces salariés-là donc vont voter prochainement donc nous on représente l'ensemble de ces salariés. Voilà, ceux qui ont des CSE. Et ceux qui n'en ont pas, vous savez, la petite entreprise aujourd'hui, elle souffre. Elle est bien souvent mise à mal au niveau de sa trésorerie. En période Covid, ça a été vraiment très très compliqué. Moi, je pense notamment à nos amis restaurateurs et hôteliers, tout ce qu'on appelle le CHR. Toute cette filière-là, elle est vraiment mise à mal. Il y a aussi le volet saisonnier dans le département sur lequel il va falloir qu'on travaille. Parce que la saisonnalité, on voit bien qu'aujourd'hui, elle souffre en période Covid, mais elle souffrait déjà auparavant, avant cette crise sanitaire. D'accord. Alors, en étant président de la CAF, justement, vous avez des données supplémentaires, c'est-à-dire que vous avez à la fois ceux qui génèrent un revenu par le travail et ceux qui survivent d'aide peut-être de l'État voilà. Comment dire, est-ce que vous voyez des changements peut-être justement avec la crise Covid ou par rapport à ce département qu'on dit Jean-Michel, moi je vais vous répondre très simplement. J'ai pris mes fonctions de président de la Caisse d'allocation familiale il y a maintenant 3 ans. À peu près jour pour jour. Le jour où j'ai pris mes fonctions, nous étions à 95 000 allocataires dans le département des Pyrénées-Orientales. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, nous en sommes à 115 000. D'accord. C'est pour vous dire que je ne peux me satisfaire en tant que président de CAF que la courbe soit croissante en matière d'allocataires, parce que ça sous-entend derrière que la précarité, inéluctablement, elle grandit dans ce département. Et donc moi j'aimerais être le président de la CAF où on inversera la tendance. Ça sera un signe tout à fait positif de reprise économique et surtout d'amélioration sociale pour les habitants de ce département. Alors que c'est quoi les solutions? Il y a soit on supprime les aides, soit on leur trouve du travail. Ces aides, ces prestations, elles sont nécessaires parce que elles sont un véritable filet de protection. Notamment, je parle du RSA que nous donnons donc par l'intermédiaire donc des services du conseil départemental, qui est aussi engagé sur le terrain de la solidarité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on a un problème de fond dans ce pays. C'est que quand vous êtes privé d'emploi, et j'emploie bien ce terme de privé d'emploi,
parce que je ne peux me satisfaire du fait que certains souhaiteraient rester à la maison à ne rien faire. Non, je pense que fondamentalement, les salariés, ceux qui sont actifs, qui pourraient l'être, souhaiteraient vraisemblablement retrouver le terrain de l'emploi. Mais entre ceux qui sont... La majorité des gens qui reçoivent ces prestations, c'est par obligation et c'est pas par confort. Je le pense. Parce qu'aujourd'hui, si on avait un choix, on travaillerait. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le problème de fond, pour revenir sur votre question, Jean-Michel, on a une différence aujourd'hui bien souvent entre ceux qui sont privés d'emploi et qui restent à la maison et qui ne vont pas se lever tous les matins pour aller travailler. Et ceux qui y vont se lever tous les matins à 6 heures pour aller bosser. Aujourd'hui, quand vous faites la différence de la réelle apport financier que cela apporte, eh bien, on se rend compte que la frontière est très ténue. Voilà. C'est hyper étroit. En clair, bien souvent... En fait, vous dites par exemple que ma femme, il vaut mieux qu'elle s'occupe des gosses à la maison parce que j'ai pas besoin d'une deuxième voiture, j'ai pas besoin de faire garder les enfants. Allez, quand on fait un tableau et qu'on met d'un côté à gauche ça vaut pas le coup d'aller bosser. Ce que ça coûte quand on reste à la maison et quand on met à droite ce que ça coûte quand on va travailler, in fine, parfois, eh bien, on se rend compte que ça coûte plus cher d'aller bosser que de rester à la maison. Et ça, c'est un réel problème en France. Et alors comment on peut le résoudre? Comment on fait? Eh bien, écoutez, il y a un élément qui est très important, c'est le salaire. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un réel problème de fond sur le pouvoir d'achat. Et quand je dis pouvoir d'achat, je dis plus loin que le pouvoir d'achat. C'est le salaire. Parce que le pouvoir d'achat, c'est une fois que vous avez tout payé. Mais le salaire, aujourd'hui, s'il est revalorisé, immanquablement, en matière d'économie, il y aura une meilleure consommation. Il y aura plus de loisirs, il y aura beaucoup plus d'éléments positifs de création d'emplois, et donc c'est un cercle vertueux, mais pour cela, il faut convaincre, et c'est ce qui d'ailleurs, a priori, prend le chemin. Actuellement, il y a des discussions au niveau national sur voilà, on discutera vraisemblablement de salaire entre patronat et syndicats de salariés au niveau national. C'est plutôt un bon signe. Il faut encourager cette démarche. Il faut que le SMIC soit rehaussé. Il faut qu'un certain nombre de grilles qui sont véritablement tassées vers le bas. Aujourd'hui, on le voit dans notre département. L'État aussi doit être autour de cette table. La plupart des gens sont au SMIC dans ce département. Oui. Et donc derrière, vous voyez, Jean-Michel, c'est que si on augmente le SMIC, eh bien, ça donne un effet de levier sur l'ensemble des salaires. Et donc, au bout du bout, ça donne plus de capacité à dépenser son argent, à acheter de l'immobilier, à investir sur l'avenir et à ne plus avoir peur. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont peur de l'avenir. Par rapport à leur avenir professionnel? Il y a la situation de l'emploi et de la situation sanitaire qui aujourd'hui brouille les cartes. C'est très difficile aujourd'hui de se projeter. C'est pour ça d'ailleurs que je trouve l'idée d'assises de l'emploi et de la relance importante dans cette période. Ça permet de se poser et d'essayer de projeter notre département qui, au regard de la situation actuelle, est vraiment dans le brouillard. Mais est-ce que vous sentez pas comme moi que dans les tuyaux, il y a ce fameux revenu minimum, ce revenu universel? Le revenu universel, c'est un véritable piège. L'idée d'un revenu universel en soi, c'est un piège. C'est un piège pourquoi? Parce qu'à un moment donné, et d'ailleurs, je pense qu'un certain nombre d'analystes vous le diraient, c'est que aujourd'hui, on va vraisemblablement se diriger à un moment donné vers une fuite d'un certain nombre, notamment de jeunes d'ailleurs, qui seront de plus en plus anti-système, parce que le système n'est pas vertueux. Et qu'à un moment donné, si vous leur donnez 450 €, parce que c'est à peu près 450 ou 750 €, j'ai lu un certain nombre de choses de revenus universels, et bien de cet argent-là... Ça c'est l'argent de poche, ça, pour vivre chez papa et maman. Ouais, non, mais vous aurez de plus en plus de gens qui vont se mettre en marge de la société et qui vont se retirer. Dans une cabane, tout à fait. Planter 4 choux. Tout à fait. Et je dis moutons. que ça, c'est un véritable piège. Ça n'est pas quelque chose qui permettra de développer la capacité, en fait, de vivre du fruit de son travail. On ne vit pas grâce à des aides et des prestations. Ça n'est pas vrai. Dans le monde, je pense que la plus grande des fiertés, c'est de bâtir au regard d'un travail, d'une famille, d'une capacité à projeter et à construire des biens, réellement d'aller vers un monde qui soit un monde de progrès. Là, vous parlez de la dignité, quoi. Tout à fait. Se sentir, avoir sa place dans la société, se sentir utile. Je pense qu'on est bien mieux
C'était d'ailleurs renversant ce que je viens de dire. Mais on est bien mieux. Ils l'ont pas vu, mais il y a une caméra qui a basculé. On est bien mieux quand même quand on vit du fruit de son travail plutôt que quand on vit de la solidarité. C'est une évidence. Oui, on est mieux dans sa peau quand on apporte quelque chose plutôt que quand on ne fait que prendre. En effet. Et puis chacun est utile. Chacun est utile dans cet état d'esprit. Quoi qu'il arrive. Même quand on est au RSA. Oui, tout à fait. Mais parce que l'objectif qu'on doit se fixer, c'est de les faire sortir aussi du RSA. Le RSA, ça doit être à un moment donné, il peut y avoir une difficulté, il peut y avoir une volonté entre guillemets de pouvoir, ne pas tomber dans le zéro revenu. Mais après, ce qu'il faut, c'est essayer de tirer les gens vers le haut pour qu'ils reprennent le plus rapidement possible le champ de l'emploi. Ça, c'est très important. Justement, avec la crise Covid, est-ce que vous avez senti, au niveau des entreprises, par exemple, qui pourraient licencier, vous avez vu des chiffres, vous avez des données par rapport à ça? Aujourd'hui, on considère qu'on est dans une situation un peu de bulle protectrice au niveau, voilà, certains disent de perfusion. Il y a le chômage partiel qui est quand même venu, même si, il y en a certains qui perdent quand même 15% de pouvoir d'achat par rapport à leur revenu. Hein, ils vont plus au restaurant, ils vont plus au cinéma. Voilà, bon, après, au bout du bout, bon, il est vrai qu'il y a beaucoup d'analyses qui ont été faites là-dessus. Bon, au bout du bout, on arrive... Les Français épargnent finalement. Ils sont aujourd'hui plus protégés, consomment moins, donc voilà, en dépensant moins immanquablement, le pouvoir d'achat est quand même protégé. Et donc ce chômage partiel est venu protéger bien entendu le salarié, l'entreprise aussi, parce que sa trésorerie est soumise beaucoup moins dans cette période-là pour maintenir l'emploi. Donc pour l'instant ça va, ça tient le choc. Ça tient le choc, on commence quand même à sentir, nous on a une permanence juridique tous les mardis, donc à notre permanence à Perpignan, on commence à sentir quand même déclenchement de quelque chose. On a de plus en plus de ruptures conventionnelles qui commencent à arriver. On voit bien quand même que ça commence à germer. Et donc, vraisemblablement, une fois que cette situation de mise sous protection un peu de l'entreprise sera arrêtée, là, par contre, il va y avoir une accélération, notamment sur le terrain de l'hôtellerie, restauration et cafetier. Ça fait 3 ans que vous êtes président, donc on arrive à la 4e année là. Donc vous êtes vous êtes déjà en campagne. Comment vous savez, c'est pas une campagne. Vous savez, c'est réellement je pense que le conseil d'administration. Je peux vous le dire. Regardez, je serai candidat à ma réélection donc à la tête de la CAF des Pyrénées-Orientales parce que c'est un mandat qui est très très riche. C'est un mandat qui permet réellement d'être en phase aussi avec le terrain. Très régulièrement je me rends sur le terrain pour inaugurer, pour rencontrer des élus, pour voir avec eux comment on peut les aider avec l'ensemble des personnels de la CAF pour leurs projets structurants, pour leur commune, pour que l'on arrive à mieux vivre dans ce département et que la famille soit un élément fondateur et vraiment intense dans le développement de ce département. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant. C'est une dimension humaine énorme et c'est aussi quelque part une grosse institution quand même de notre département. C'est la CAF des Pyrénées-Orientales, c'est 220 personnels, c'est plus de 650 millions d'euros de budget annuel. C'est là aussi un amortisseur social très important sur lequel moi je suis bien sûr très attaché, mais il faut aussi qu'il soit en capacité de répondre aux enjeux de demain et là-dessus on y travaille avec toutes les équipes. La direction de Force Ouvrière 66 aussi, c'est pareil? La direction de FO 66 pour l'instant, donc je suis secrétaire général. C'est vous le patron, c'est ça? Ouais, le patron, oui. Toujours secrétaire général, les gens ont l'impression... Je vais vous avouer quelque chose, Jean-Michel. J'ai horreur qu'on m'appelle patron. Mes amis d'ailleurs à FO le savent. Quand ils veulent m'énerver, ils m'appellent patron. Ça, c'est quelque chose que souvent je répute. Je suis un petit peu le chef d'orchestre. Voilà. C'est ma responsabilité, c'est de mettre tout cela en musique, en cohérence. Avec des enjeux dans le secteur de la fonction publique qui sont très importants, où nous sommes numéro 1, des enjeux dans le secteur privé, parce que le développement économique il est aussi très important dans ce secteur-là. Donc voilà, aujourd'hui,
il y a quand même un mot qui revient souvent dans la bouche de mes militants, c'est la souffrance. Aujourd'hui, il y a beaucoup de souffrance dans le monde du travail, il y a beaucoup d'incertitudes, et c'est vrai qu'aujourd'hui, syndicalement, on va essayer aussi de travailler sur le fait de redonner un petit peu de visibilité et un petit peu d'espoir, et on va essayer en toute modestie d'y travailler. Et on parle de grand reset et on sent on arrive en fin de cycle, il y a un monde qui est en train de disparaître, un nouveau monde qui va être arrivé. Justement, ce statut de salarié, il n'est pas un peu obsolète là? Il n'y aurait pas une autre solution que de... Moi je ne veux pas choquer les gens, mais pour moi, le salariat, si vous voulez, c'est l'esclavagisme de plus. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire aujourd'hui, on est enfermé dans un système. Moi, je connais beaucoup de salariés qui vont au boulot. Le dimanche, ils ont la boule au ventre, quoi. C'est-à-dire, c'est plus un travail où ils peuvent se réaliser, s'exprimer. À part ramener un peu de sous à la maison, ça leur sert qu'à ça. Et je trouve que c'est terrible. Donc, pour ça que je me permets cette comparaison. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres solutions, des collaborations, rendre plus indépendants les gens? J'aime bien moi le terme de reset, mais il faut le compléter, ce terme de reset. Ça ne doit pas être un reset pour rien, ça doit être un reset pour un progrès social. Et le progrès social en soi, j'entends beaucoup, quand je parle de souffrance au travail, il y a aussi je sers à quoi? Est-ce que je me sens bien dans ce que je fais? La qualité de vie au travail, c'est quoi? Est-ce qu'elle est réellement prise en considération? Est-ce que j'ai pu, il y a un mot aussi qui est très important, être bien orienté aussi dans mon parcours professionnel et scolaire? Aujourd'hui, on constate bien souvent que les jeunes sont très démunis par rapport à l'orientation de leur devenir professionnel. Je crois que là aussi, il faut qu'on développe sur ce département une palette d'entreprises avec un champ plus large pour que chaque jeune aussi puisse se trouver plus facilement chaussure à son pied au niveau professionnel et ne pas subir sa profession, mais être réellement acteur de sa profession et d'y être à l'aise dedans. Alors après, sur le statut du salariat, je vais répondre sans équivoque. On voit l'auto-entrepreneur qui est une solution. Oui, mais on voit bien que ce sont des solutions qui sont des solutions temporellement très limitées. Je pense que concrètement, l'idéal quand même, c'est que l'on puisse construire collectivement, parce que ce que vous me parlez, c'est souvent des statuts très individuels. Ils construisent individuellement, et c'est vrai que quand ça va bien, c'est bon, quand on est seul, mais par contre quand ça va mal, on se rend compte que le tissu économique d'une entreprise, c'est beaucoup plus stable, beaucoup plus en capacité de protéger là aussi. Là, il faut prendre tout cela en considération. C'est compliqué d'allier la liberté, la sécurité, tout ça. À fait. Je pense qu'à un moment donné, les coopératives et tout, c'est compliqué, la démocratie, c'est compliqué. C'est plus facile d'avoir un chef. Vous savez, je vais résumer le truc comme ça, c'est qu'il y a toujours un revers à une médaille. Et donc pour moi, le salariat n'est pas mort. Il va peut-être se transformer en effet. C'est peut-être souhaitable d'ailleurs qu'il y ait du changement et un véritable progrès social, parce que il faut qu'à un moment donné, le salarié puisse être en phase avec ce qui le conduit à travailler, à se lever tous les matins pour son entreprise. Alors j'aime bien dire, est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose? C'est en fait la possibilité de vous-même vous poser une question. Si vous avez envie d'aborder un sujet, de dire quelque chose, c'est le moment, et après on va se laisser. Alors moi de sujet particulier, non, simplement souhaiter le meilleur pour tout le monde, parce que dans une situation comme on la connaît aujourd'hui avec le Covid, très sincèrement c'est très anxiogène. Vous savez, moi syndicalement, je vais me souhaiter quelque chose, que l'on puisse refaire. C'est quoi qui est anxiogène? C'est le virus, ou c'est la façon dont on le gère? Parce que c'est tout, c'est le virus, parce que le virus tue immanquablement. Il n'a pas l'air si méchant que ça. En ce qui me concerne, je l'ai eu, donc j'en parle avec un peu de connaissance. Très sincèrement, on m'a soigné, ça s'est soigné tout seul, mais à un moment donné, vous savez, vous êtes sur une ligne de crête où vous maîtrisez pas tout. Donc il faut prendre les choses avec du sérieux. Après, ce qui est inquiétant aussi, c'est l'incapacité de se projeter. Et pour moi, syndicalement, c'est la difficulté de faire du collectif. Vous savez, il n'y a rien de pire qu'aujourd'hui de se parler à travers des caméras. C'est moi qui suis un homme de contact, c'est pour moi très important qu'on retrouve très rapidement, le plus rapidement possible, ce lien social, ce lien humain, et que l'on puisse enfin pouvoir se toucher. Ça n'a pas l'air d'être au programme entre nous. Ça va venir, il faut rester optimiste. Vous savez, le syndicalisme, c'est ça, Jean-Michel, c'est de rester profondément optimiste.
et d'agir peut-être. Parce que si on fait rien, à mon avis, ça va pas changer. Et quelqu'un qui est optimiste, c'est quelqu'un qui se donne les moyens de l'être. D'accord, ok. Je vous remercie. On en reste là sur cette note d'optimisme. Et on vous souhaite une bonne soirée. Merci, bonne soirée.